invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyriac Dayan est avec nous, gérant diversifié chez Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à David Belloc de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant et stratégiste chez Mirova et Éric Bertrand à nos côtés enfin. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là également. Vous êtes directeur des gestions chez Ophi Invest Asset Management. C'est la semaine des banques centrales avec les dernières décisions de cette année 2024 qui sont attendues. On a eu la décision de la BCE la semaine dernière. Nous aurons la décision de la Fed mercredi soir. Éric, qui va délivrer une nouvelle baisse de 25 points de base. C'est attendu par quasi l'ensemble des opérateurs de marché, je crois. La question étant, est-ce que c'est la dernière ou quasiment la dernière baisse de taux qu'on puisse attendre de la Réserve fédérale américaine ? On ne le pense pas. On n'a pas eu de petite fuite dans un journal 3 jours avant, donc ça devrait bien être 25 demain soir. Mercredi soir, pardon. La Fed est pragmatique, elle le dit en bon français, data dépendante. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'arrivée de Trump et le paquet de mesures, alors bien évidemment les tarifs douaniers, la déréglementation, les baisses d'impôts, il y aura un peu plus de croissance, un peu plus d'inflation. Maintenant, c'est des effets un peu cliqués, ces effets tarifs douaniers, si tant est qu'on les négocie, qu'ils arrivent là où on les attend. Je rappelle que sur le premier paquet de 2018, il y a quand même la moitié des importations chinoises qui sont toujours à 0, un quart qui est à 7,5, il n'y en a qu'un quart à 25. Donc, entre ce qui est annoncé et ce qui va arriver, donc, la Fed va continuer de scruter. Pour nous, il y a encore les premières baisses de taux de 25 devraient rester. Alors maintenant, le taux d'équilibre à l'arrivée et quand est-ce qu'elle s'arrête, ça dépendra du séquencement, de l'impact. Et il n'y a pas que les Trumponomics non plus dans l'économie mondiale. Mais il y a sûrement encore quelques baisses de taux. De notre point de vue, elle s'arrêtera plus tôt, elle ira moins loin que pré-Trump et surtout Trump avec les deux chambres. Maintenant, où est-ce que ça se situe ? Est-ce que c'est autour de 3 quarts, 4, 4,25, 4,50 ? Là, je dirais que l'avenir en dépendra. Les États-Unis ne peuvent pas non plus complètement rester isolés si l'ensemble des zones venaient à plus ralentir qu'eux-mêmes. Donc, sans doute encore des baisses de taux à venir en 2025, mais moins qu'anticipé. Au plus fort des baisses, c'était 2,80, je crois, de mémoire qui était attendu. Ouais, c'est ça, oui. Là, aujourd'hui, on est peut-être un peu... Faut rester pragmatique, mais au moins 2-3 baisses devant nous, sûrement en 25. Possible, encore possible. D'accord avec ça, David, Jérôme Powell, la Fed ont encore les arguments suffisants pour continuer ce réajustement, ce réglage de la politique monétaire américaine ? Alors, donc, je pense que le meeting du mois de janvier ne conduira pas à une baisse, étant donné que la croissance, quand même, au dernier trimestre, s'est avérée très très robuste. La croissance des ménages, notamment, l'effet richesse joue à plein. Je disais qu'on avait potentiellement 3 000 milliards de richesses en crypto-monnaie qui ne sont pas intégrées par la Fed. C'est aussi potentiellement de la consommation. On a une réserve de consommation à travers l'immobilier, puisque si effectivement les taux sont amenés à baisser et que les ménages américains refinancent leur immobilier, ça fait quand même aussi là, une bonne réservoir de consommation. Et on a aussi surtout des politiques, donc tout dépend du séquençage, ça a été dit. J'entends. Mais quand même plutôt pro-business, avec un animal spirit qu'on pourrait qualifier, qu'on a pu constater à travers un très fort rebond, par exemple, de l'indice de confiance des petites entreprises aux États-Unis. On voit on le voit dans les PMI, on le voit dans les nouvelles commandes. Le marché du travail reste robuste, donc je pense que la Fed a tout intérêt à calmer un peu le jeu, observer à la fois le séquençage des politiques Trump et de voir aussi comment se comporte cette économie. Donc on ne baissera plus forcément à chaque meeting déjà ? C'est ça. A priori, non. Ouais, ça c'est sûr. A priori, non. Après, c'est vrai qu'on a aussi des indicateurs avancés sur un marché du travail qui se normalise, des taux d'émissions qui baissent, des salaires finalement retraités, des coûts de productivité qui sont à peu près en ligne avec les objectifs de la Fed. C'est compatible avec 2%. Ce qu'on voit sur les salaires, salaire plus productivité, ça reste compatible avec un objectif 2% d'inflation. Complètement. Ouais. Voilà. Et on a des prix des biens qui n'ont pas vocation vraiment à rebondir, étant donné qu'on a une inflation apportée de Chine, un dollar fort. Donc on a quand même un immobilier aussi qui commence à décélérer au vu des derniers chiffres d'inflation. Donc on a quand même des composantes qui peuvent justifier encore une normalisation. Mais une pause en janvier, voire en mars, pourrait éventuellement justifier. Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce début de consensus syriaque sur l'idée qu'il y a peut-être encore, au-delà de celle de cette semaine, une ou deux baisses de taux possibles pour la Réserve fédérale américaine? Et puis, très vite, la question, c'est qu'est-ce que ça implique pour d'autres banques centrales, à commencer par la Banque centrale européenne, puisque, résultat de la conférence de presse la semaine dernière, le marché s'accroche à l'idée que, oui, la BCE ne va pas quitter le rythme de baisse de taux à chaque meeting. Et peut-être même qu'à un moment, elle sera obligée d'augmenter le pas de ces baisses de taux à un moment à travers l'année 2025. Alors, concernant la Fed, oui, j'adhère complètement à ce qui a été dit. Il faut avoir en tête que c'est quand même le consensus marché. Quand on regarde les anticipations de baisse de taux de la Fed, la baisse de mercredi, elle est actée. Et qu'ensuite, le marché price entre une et deux baisses sur juin, donc jusqu'à juin. Donc, globalement, vous avez peut-être pas de baisse en janvier, une baisse en mars, et puis après une en juin pour finir éventuellement. Pour finir, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, dans ce premier semestre, la voie, elle est quand même relativement bien tracée. Elle est d'autant mieux tracée que ce n'était pas du tout ce qu'anticipait le marché. Il y a encore 3-4 mois, on nous annonçait en effet 6-7 baisses de taux. Enfin, on était sur des rythmes qui étaient très, très impressionnants. Et c'est là toute la puissance, j'ai envie de dire, du modèle américain. C'est qu'ils ont fait, on a quand même perdu 5 baisses de taux au cours de ces derniers mois. Et le marché, et même les taux, n'ont pas réagi, ou en tout cas surréagi. Donc je pense que les États-Unis, pour le coup, en tout cas la Fed, est sur un chemin qui lui va plutôt bien. Elle a, à mon sens, un petit sujet quand même sur l'inflation, en particulier l'inflation core, qui montre des signes plutôt de stabilisation autour de 3. Si on regarde l'inflation, le CPI, si on regarde le PCE, qui est plutôt ce qu'elle préfère, c'est un peu en dessous, mais c'est pas du tout au niveau de 2. Donc je pense qu'elle a quand même un sujet un peu d'inquiétude. Ce qui va être intéressant, c'est de voir de quelle manière le rapport entre la Fed et le nouveau président américain va se matérialiser à partir du 20 janvier. Parce que si la Fed ne baisse pas les taux en janvier, lorsqu'il n'est pas encore au pouvoir, mais que derrière, elle a un discours beaucoup moins accommodant, comment va agir Trump quand va être le rapport de force? Ça va être quelque chose d'intéressant. Du côté de la BCE, on n'est pas du tout dans la même histoire, en fait. La BCE, déjà, le niveau d'inflation, il est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. On a même une inflation headline qui était passée sous l'inflation globale qui était passée sous les 2, qui est légèrement remontée. Mais voilà, on est quasiment sur les objectifs du côté de l'inflation globale. On a une dynamique économique qui n'est pas du tout la même. On voit que l'Allemagne se bat pour savoir s'ils vont certainement pas être de nouveau en croissance cette année. Et donc la BCE, elle est relativement légitime à baisser ses taux et à poursuivre ce mouvement-là. Mais là encore, si vous regardez les anticipations de baisse de taux, on est sur, en comptant celle qui a déjà eu lieu, on est entre 4 et 5 baisses de taux sur les prochains mois. Donc le différentiel, il va pour moi se poursuivre parce que la dynamique économique n'est pas la même, que la dynamique d'inflation n'est pas la même, et que finalement, il y a la zone euro est quand même victime d'avoir des pays un peu plus faibles aujourd'hui et que la BCE ne veut pas non plus se relancer dans une nouvelle crise de la zone euro. De la dette, Donc globalement, je pense que la dynamique, elle va se poursuivre avec une Fed qui va un peu lever le pied et une BCE qui va continuer. Et on revient un peu au débat qu'on avait au début de l'été, quand la BCE a finalement décidé de partir la première pour baisser les taux, avec l'inquiétude qu'à un moment, le différentiel avec la Fed puisse être trop large, impacte notamment la devise. Ce que vous décrivez là, c'est déjà dans les prix un peu, beaucoup, en partie, pas du tout? Alors c'est déjà en grande partie dans les prix, quand vous regardez les anticipations sur les courbes de taux. Mais c'est une chose d'être dans une anticipation, c'est une autre d'être dans la réalité. C'est-à-dire que quand vous aurez un différentiel de taux qui sera matérialisé tous les jours, vous perdez X BP parce que vous êtes short euro ou long euro en fonction de votre position, vous êtes dans le mauvais sens, c'est-à-dire vous êtes acheteur dollar, vendeur euro. Ça sera autre chose, parce que là, ça sera vraiment de tous les jours où ça impactera. Donc je pense que l'euro, dans ce monde-là, est difficilement une devise qui va être très sexy pour les investisseurs. Si on rajoute en plus le contexte politique, des incertitudes au niveau économique, donc tout ça n'est pas très favorable, à mon sens, à l'euro. Eric, on a tous les ingrédients pour revoir l'euro-dollar à parité parfaite, voire en dessous de 1. Non, ça redevient un peu le débat. Ça vient parce que le titre de ma dernière tribune, c'est US 1, Europe 0. Globalement, on a une stabilité politique, une visibilité politique, une économie résiliente, quelqu'un qui fait un contexte pour Corporate America qui est très visible, donc ça veut dire de la croissance, sûrement un peu plus d'inflation, un peu moins de Fed. Et de l'autre côté, on a
un brouillard politique assez impressionnant quand même, avec conjointement l'Allemagne et la France qui cherchent leur petit, chacun dans sa zone, l'une parce qu'elle a trop économisé, l'autre parce qu'elle a trop dépensé. Une BCE qui, elle, va devoir essayer de soutenir le petit rebond qu'on attend de la croissance parce que les salaires réels continuent d'augmenter. On espère que ça fera de la conso et pas de l'épargne. Donc effectivement, ça crée une divergence de taux court qui, comme c'était très justement dit, forcément c'est la devise qui va absorber le choc. Au passage, ça fait un peu d'inflation importée quand même. Alors, 3-4 figures, c'est pas grave, mais là, on commence à en avoir un petit peu. Ouais. On était à 1,12 en septembre, quasiment, oui, alors, sur l'eurodoll. Les marchés ont vu tout ça. Hein. Donc, la parité, oui, je pense que le marché... C'est anecdotique. Chercher des chiffres ronds, c'est un peu anecdotique. Et ça fait quand même un euro un peu faible. Maintenant, au bout d'un moment, tout finit par être dans les prix. Et c'est qui l'acheteur marginal, c'est qui le vendeur marginal, que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique. Et on est en train de mettre beaucoup de bonnes nouvelles dans le panier américain. Ouais, j'entends. Alors il y aura de la croissance, pas trop d'inflation, la Fed assouplit un peu. Donc du coup le S&P, Goldilocks, c'est un peu Goldilocks quoi. Ça fait 2 ans que ça marche. Hein. Ça fait 2 ans que l'économie américaine ne ralentit pas, que les hausses de taux ça devait tout tuer, mettre en récession, il ne s'est rien passé. Donc ça continue de fonctionner. C'est un peu tant que je gagne, je joue. Et de l'autre côté en Europe, ça va mal. On a trop de dettes, on n'a pas de croissance, on n'a pas de gouvernement, on a trop de déficit, on n'a pas de productivité, on a le conflit ukrainien. Au bout d'un moment, tout ça est dans les prix. Et ce qui peut être assez intéressant, à mon avis, c'est quand, effectivement, en 2025, il y a un moment où on peut se dire Trump, à un moment, devra faire du réel, parce que pour l'instant, on est beaucoup dans le déclaratif et l'ambition, donc ça se met très vite dans les prix. Et de l'autre côté, le pire est jamais certain en Europe. Donc il y aura sûrement une phase, à mon avis, où il faudra revenir peut-être, mais j'anticipe peut-être sur... non, mais c'est le sujet de 2025. Revenir des US vers l'Europe. Ouais. Avec, effectivement, il y aura un passage par la dette et les taux d'intérêt qui sera intéressant à observer parce que, globalement, de part et d'autre de l'Atlantique, on est quand même parti pour dépenser plus que ce qu'on gagne au travers des impôts. Il n'y a pas beaucoup d'incitation ou de volonté ou de capacité à consolider les finances publiques ici et là, pour ceux qui devraient le faire. Non, mais le sujet de 2025, à vous entendre, je comprends que ce n'est pas encore le moment. Non, on est... il y a toujours il y a toujours des hystérésis là, dans ces phénomènes de tendance. On n'a pas forcément encore atteint. C'est-à-dire, vous voudriez voir quoi ? Une capitulation sur l'Europe, par exemple ? Capitulation sur l'Europe, sûrement peut-être des désagréments quand Trump, le 20 janvier, ne va pas arrêter le conflit ukrainien en 24 heures. Et sur cette accélération, à ce moment-là, pour le coup, inverser les pauses, on est plutôt très US aujourd'hui, côté equity, ça serait revenir sur l'Europe à ce moment-là, qui est pas cher et dont je ne suis pas sur vos actions, l'air de... Oui, j'entends. Une bonne partie du chiffre d'affaires est faite outre-Atlantique, que ce soit dans le DAX ou le CAC, ou par contre côté chinois. Mais ça, on en reparlera peut-être après. On saura retrouver des arguments pour se réintéresser à l'Europe, là, à un moment, au cours de 2025, David ? Oui, complètement. Alors, pour... aller jusqu'au bout là, de ce qui a été dit par rapport à la BCE, c'est vrai qu'on a une récession manufacturière et que la baisse des taux va principalement soutenir le secteur manufacturier. Donc même si l'inflation corps service n'est pas exactement là où la BCE souhaiterait qu'elle le soit, on a clairement besoin de soutenir cette industrie, y compris allemande, qui a des marges compressées avec un coût d'énergie qui a été rehaussé depuis la guerre en Ukraine et une concurrence impitoyable de la part des Américains ou des Chinois. Et par ailleurs, au cas où Trump implémente des tarifs douaniers, l'arme devise, au même titre que les Chinois pourraient dévaluer le yuan, peut-être que une baisse de l'euro pourrait compenser niveau exportation allemande. Donc je pense qu'effectivement la BCE va aller jusqu'au bout et je pense que structurellement, on n'est pas encore à pouvoir rehausser le potentiel de croissance de la zone euro. C'est pas le débat. Ni même l'inflation. Lagarde a communiqué sur un taux terminal entre 1,5 et 2,5. On prend plutôt la 1,75, 2,5, je crois, elle dit. 1,75. Je crois, de mémoire. Mais... Alors, effectivement... Quand Schnabel nous dit 2 à 3. Quand Schnabel nous dit 2 à 3, et quand, du côté Fed, on est plutôt entre 2,75 et 4, avec... Non, mais le fait que... je pense que le pricing de marché concernant le taux terminal et les anticipations de baisse de taux BCE est à peu près lucide par rapport à la situation macro-structurelle en l'état actuel.
Après, c'est vrai qu'on a toute une série... Alors déjà, un positionnement extrêmement faible, un écart de valorisation qui est un plus élevé depuis 30 ans. On est 40% plus élevé sur les US, on est 5% moins élevé par rapport à une historique par rapport sur l'Europe. Et on a quand même des catalyseurs. Alors c'est vrai qu'il y a la paix Russie-Ukraine, mais qui peut quand même être quelque chose. On a les élections non, mais juste petite parenthèse. Ce serait un facteur, si Day One, Trump arrête le conflit Russie-Ukraine, c'est positif action Europe. D'accord. À fond. Non, mais... à fond. C'est baisse du prix du gaz, même si on ne réimporterait pas forcément du gaz russe, mais c'est vrai que ce prix du gaz peut être un frein au rebond allemand, ça pourrait baisser les prix du gaz. Et il y aurait un choc de confiance. Le problème en Europe, c'est qu'il y a un problème de confiance. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de consommation. Donc il n'y a pas de croissance, donc il n'y a pas de relevé d'impôts avec des déficits qui augmentent et une épargne qui va aller financer la croissance américaine, mais sûrement pas la croissance européenne. Donc on a besoin de casser ce cercle vicieux et ça commence par un choc de confiance. Le choc de confiance, c'est une paix Russie-Ukraine, c'est une clarté a priori sur la politique en Allemagne suite aux élections février. On a actuellement Scholz qui a perdu son vote de confiance qui était attendu, Merz qui peut communiquer à nouveau sur ce debt break qui peut booster de 0,5 points, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, la croissance allemande en 2026, avec plus de dépenses structurelles, un rehaussement de croissance potentielle, à travers donc des infrastructures, et l'Allemagne en a bien besoin, de l'innovation. C'est ce qu'il faut pour acheter l'Europe. Un peu plus sereinement. Sans ces catalyseurs-là, vous dites, ce sera compliqué de réinvestir, de réallouer vers l'Europe. Il y a une trop forte différence. Parce que là, c'est un peu le scénario rose. Il peut très bien, Day One, ne rien se passer sur le conflit russo-ukrainien. On peut très bien sortir des urnes en Allemagne fin février avec, je sais pas, des mois pour former une coalition. Enfin, il y a d'autres scénarios aussi. C'est vrai que le différentiel de profitabilité des entreprises américaines par rapport aux entreprises européennes est tellement fort, au niveau de marge, niveau de croissance, de PIB et donc de chiffre d'affaires, on peut justifier cet écart de valorisation encore un petit moment. Et je pense que l'économie américaine peut accepter des taux à 4% pour ce qui est des taux Fed, en continuant à délivrer ces gains de productivité, et cette croissance et cette consommation. Ce qui est pas le cas de l'Europe. Donc il faut effectivement des catalyseurs. Soit venant. Alors la BCE fera son travail, mais voilà, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui et qui peuvent être effectivement des clés importantes pour l'investissement en Europe l'an prochain. Comment on investit en Europe ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire le pari de quelque chose de positif qui sortirait des élections allemandes, d'une présidence Trump qui viendrait peut-être atténuer ou mettre fin ou mettre entre parenthèses le conflit avec l'Ukraine ? Est-ce que c'est des espoirs sur lesquels on peut fonder une stratégie ? Est-ce qu'il y a d'autres manières quand même de se positionner en Europe en essayant de rester un peu à distance de ces facteurs politiques, pour dire les choses ? Cyril. Alors, c'est compliqué l'Europe, ça fait des années, c'est ça le problème, c'est que je pense que là on est focus avec notre biais européen, mais pour quelqu'un qui se situe en Asie ou quelqu'un qui se situe aux États-Unis, l'acheteur marginal, est-ce qu'il a vraiment envie d'acheter de l'Europe ? Je ne suis pas certain. Sur la question, moi je crois beaucoup aux catalyseurs allemands, plus que sur la question de l'Ukraine. Je pense que le marché est passé sur autre chose aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, mais je suis moins focus sur le sujet-là. Par contre, sur l'Allemagne, je pense que ça peut être vraiment... L'Allemagne, il faut avoir en tête, la dette sur PIB allemande, c'est 66%. Quand aux États-Unis, on est à 120, en Europe, en France, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Ils ont une capacité que quasi aucun pays développé n'a de faire, je veux dire, tourner l'économie, relancer l'économie avec des besoins en plus, comme on disait, sur les infrastructures, sur un changement technologique, parce que l'industrie, le positionnement économique de l'Allemagne, c'est de l'industrie financée par du gaz russe pour envoyer en Chine. C'est tout faux en fait. Tout est mauvais aujourd'hui. Tout faux depuis quelques années, quoi. Depuis 7 ans. 7 ans, depuis avant Covid. Et j'imagine pas que ça va changer radicalement, parce que même s'il y a une paix qui se met en place, on va pas rouvrir les vannes du jour au lendemain, et je crois pas qu'avec Trump au pouvoir, il va être très content qu'on rachète du gaz russe. Il ne laissera pas faire, non. Donc globalement, il a du gaz à vendre, lui. Et en plus, d'autant plus, Et la Chine également, on ne va pas repartir comme elle a connu les années. Donc je pense que le modèle économique allemand a besoin d'être repensé. Et la chance qu'ont les Allemands, contrairement à quasi tous les pays, en tout cas de la zone euro ou des pays développés, c'est qu'ils ont les moyens de le repenser. Après, il faut le vouloir. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce qui est annoncé. Alors, c'est certes pas des chiffres extraordinaires, ce 0,5, mais il y a un changement de mentalité. J'ai l'impression. Voilà, il y a un signal, quelque chose qui se passe. Donc du côté européen, sur les axes... Sans imaginer que les Allemands vont devenir les Français ou les Italiens, etc. C'est pas ce que je souhaite non plus. Non, mais déjà, en plus, même en étant raisonnable et rationnel sur la partie allemande, il y a un signal qu'on peut attendre
et qui sera un soutien de marché. Exactement. D'accord. Parce que si vous regardez l'économie américaine, qui reste la plus belle machine économique au monde, pourquoi l'économie est si forte ? Parce qu'il y a de l'investissement et il y a des gains de productivité. Vous regardez, c'est déprimant, vous regardez des gains de productivité sur les 15 dernières années entre la zone euro et les États-Unis. On est à 110 quand ils sont à 140. Et ça permet de financer l'économie, ça permet de financer les hausses de salaire, etc. Donc peut-être que les Allemands qui ont cette capacité de financement, alors ils ne vont pas financer l'ensemble de la zone euro, mais rien qu'eux, peuvent changer un peu la donne. Avant ça, pour moi, le catalyseur sur la zone euro, pour l'instant, il faut pas aller sur la zone euro, tout simplement, ou sur l'Europe. Ça me rappelle un peu les small caps. Les small caps, ça fait 3 ans qu'on en parle, qu'on nous explique que ça va rebondir. C'est un puissant sans fond. La sous-performance, je trouve, de l'Europe, elle est un peu dans la même dynamique. Et la classe d'actifs en Europe, je trouve intéressante, pour ma part, c'est le crédit. Le crédit, finalement, il n'a pas besoin d'avoir une croissance flamboyante, il a juste besoin que, globalement, il y ait un petit peu de croissance et que les entreprises puissent rembourser leurs dettes. Un indice high yield en Europe, cette année, il fait mieux qu'un indice action. Alors, ça dépend quelle zone géographique vous avez. Il fait mieux que le CAC, il fait moins bien que le DAX. Donc, voilà, ça dépend ce que vous regardez. Mais un indice agrégé, si vous regardez un Eurostoxx ou un Eurostoxx, vous allez être à peu près à la même chose. Vous êtes aux alentours high yield, vous êtes aux alentours de 10 et l'Eurostoxx, ça dépend des jours, mais dans les mêmes eaux. Mais pas avec la même vol. C'est ça. Vous avez un profil qui est quand même très sympathique. Et vous gardez quand même un rendement qui est sympa aussi, parce qu'aujourd'hui, un indice euro high yield, vous êtes aux alentours de 5 ou quelque chose comme ça. Donc vous avez un coupon, vous avez de la visibilité. Et on reste, malgré toutes les critiques que je viens de mener sur la zone euro, c'est quand même une zone où il y a de la visibilité. On n'est pas un pays, on n'est pas l'Argentine, les choses sont quand même relativement stables. Et les investisseurs, c'est pour ça qu'à mon sens, aujourd'hui, et à raison, ils préfèrent acheter des actions américaines et du crédit en zone euro, pourquoi pas. Et les entreprises privées qui émettent ce crédit ne sont pas tant pénalisées par le fait qu'elles appartiennent ou qu'elles soient logées avec un code postal qui appartiennent à la zone euro aujourd'hui, David ? C'est de plus en plus rare. Il y a un flux technique qui est très très favorable aux émetteurs, étant donné que le simple réinvestissement des coupons assure une majorité des émissions nettes de ces émetteurs. Donc on a un flux technique très très favorable à la classe d'actifs. On a toute une partie d'émetteurs qui vont les financer via des leverage loans ou des actifs non listés. Et donc il y a de moins en moins de dettes cotées sur le marché. Clairement. Un peu comme les actions, quoi. Il y a une forme d'attrition de ces marchés liquides, quoi. C'est ça. Avec effectivement des taux de défaut qui restent complètement contenus, puisqu'on parle de l'Europe, mais on n'est pas non plus en récession. On a quand même une croissance aux alentours de 1%. Et qui permet effectivement à cette classe d'actifs de performer, et de performer en fonction de pas mal de configurations de marché, finalement. Sur l'Europe versus US, qu'est-ce qui vous intéresse ? Actions, crédit ? Et puis, sur la partie américaine, est-ce qu'il faut quand même être vigilant, attentif ? À quoi ? Sur la partie action, on a beaucoup expliqué qu'au moment de la victoire de Trump, le marché changeait un petit peu de profil avec les Mag 7 peut-être un peu moins en surperformance quand le reste du marché rattrapait. Et puis quelques semaines après, on a l'impression qu'on revient un peu à la case départ avec quand même un Nasdaq qui a encore tiré tout le monde la semaine dernière. Donc la question de savoir où est-ce qu'il faut être alloué sur le marché américain, elle se pose aussi, j'imagine. Je vais faire juste un petit rétropédalage sur l'Ukraine. C'est moins à l'arrêt du conflit où, effectivement, vu de loin, on se dit il n'y a plus la guerre, on peut réinvestir, mais il faut avoir envie. Là, je partage le point. Il y a quand même derrière entre 500 et 800 milliards à réinvestir pour reconstruire l'Ukraine. De reconstruction ? Et ça, globalement, ça fait un choc budgétaire. Ça sera les entreprises européennes et les Américains qui vont prendre les dossiers. Donc, c'est plus cet faudra qu'on le finance. Je sais pas, on se posera la question du financement à un moment, j'en sais rien. La Commission, l'Union européenne peut émettre et cherche son statut de souverain pour rentrer dans les indices. Donc... mais on peut avoir plein de bonnes idées, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça peut être pas mal. Donc pour revenir à la question, aujourd'hui, nous par rapport au crédit, en fait, ça fait 2 ans qu'on est très très acheteur crédit chez OFI. Il y a un moment, il faut saluer les mouvements. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie investment grade, on est plus sur une histoire de taux d'intérêt que sur une histoire de spread de crédit. Il n'y a plus grand-chose à aller gratter. On a tout consommé. Maintenant, on a la France même qui rapporte à peu près autant que la catégorie investment grade en Europe. On en parlera peut-être après. C'est formidable. Et surtout du point de vue assurantiel, ça coûte rien en capital. Donc c'est quand même ça crée un vrai soutien. Sur le haut rendement, on a toujours du coupon. On a des entreprises qui sont
au global, dans un contexte de taux qui va en s'assouplissant, alors ça sera un 75 ou ça sera 2 le taux d'arrivée, mais on va baisser les taux de refinancement. Il y a effectivement de l'appétit. Donc on a eu beaucoup de crédits, un peu moins maintenant, on l'a encaissé. Mais c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui a été qui a tout traversé. Qui a tout traversé quand même. C'est vrai qu'on adorerait que ça s'écarte un peu dans une petite purge finale pour en remettre par rapport aux pauses aujourd'hui. On aime quand même bien le souverain. Mine de rien, dans un portefeuille, si les choses ne se passent pas, si le plan se déroule avec accro, ça crée quand même un peu de gain dans les portefeuilles. Si jamais ça se passe le côté pas, couverture, le côté refuge du souverain fonctionne encore un peu rééquilibré. Alors pas sur ces niveaux-là, plutôt sur du côté de 2,5 sur le 10 ans allemand et à partir de 4,5 sur le 10 ans américain. D'accord, 4,50, 10 ans américains, c'est plutôt un point d'entrée pour vous. On va partir de 4,50. Alors après, il faut le détenir. Donc ça veut dire quoi? Vous ne voyez pas revenir à 5, 5,25, 5,50 sur du 10 ans US? Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut commencer à le regarder à partir de... On n'en est pas très loin. Et votre point sur la France, c'était de dire quoi dans une gestion assurantielle, ça coûte moins cher d'aller sur du 10 ans français que sur du crédit aujourd'hui? Quand on est un assureur, on doit mettre du capital en face de ses pauses. Ça ne coûte rien d'acheter de l'État en dotation capitalistique au-delà du choc de taux par rapport à du crédit. D'accord. Donc voilà, est-ce que ça rend la France particulièrement intéressante aujourd'hui ou faut dédramatiser. La France, c'est un pays riche qui s'est levé l'impôt. C'est en substance ce que nous dit un peu Moody's. Donc là, elle s'est mise au même niveau que S&P et Fitch. Oui. À court terme, on ne va pas y arriver. On va faire 6,3, 6,2, 6,1. On va négocier pendant des jours et des semaines pour savoir ce qu'on fait en termes de budget. Le problème, il sera plus tard. C'est vrai que sur la trajectoire que vous évoquiez sur les déficits et sur la dette, c'est plus à 3, 5, 7 ans. À court terme, on doit être à, je sais pas, 100, un peu moins de 115. Bah voilà, on va dépenser un peu tous les ans, on va continuer de s'endetter, il y a une belle structure de dette, c'est encore le parallèle qu'on file désormais, je crois que tout le monde a compris que c'était pas la Grèce, voilà, après la comparaison très médiatisée du 5 ans français et du 5 ans grec. Non, de plus en plus les économistes évoquent un scénario à l'italienne, c'est-à-dire l'étranglement, l'étouffement lent par la dette, quoi. On traite déjà comme un simple A. Oui. Un simple oui. Heureusement, le marché est un peu plus avisé que. Il y a un moment, c'était dit tout à l'heure, c'est soit le modèle social, soit la productivité, soit les impôts. Enfin, on peut torturer le truc ou le potentiel de croissance. Et pour l'instant, si on tire les traits en partant d'aujourd'hui, ça ne s'équilibre pas au bout d'un certain moment. Il y aura sûrement un moment de vérité, mais qui finira bien d'ailleurs. C'est tout de suite la conclusion. Mais pas à court terme, je pense. Pas. D'accord. Bon, je sais pas, il y a un sujet spécifique CAC, d'ailleurs, pour 2025. L'Europe est en décrochage par rapport aux US, mais au sein de l'Europe, l'indice CAC est en décrochage par rapport aux grands pairs européens, le DAX notamment en Allemagne. Est-ce que c'est des jeux relatifs qui sont intéressants à regarder pour 2025 Cyriac? Alors, il faut avoir en tête qu'on est très focus politique, mais finalement, la prime sur le CAC de ce qui se passe aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle si impressionnante. Pas si délirant. Non, je ne pense pas, parce que vous regardez le spread OAT Allemagne, qui est la meilleure façon de voir un peu ce risque-là pricé. Il a un peu augmenté, mais on n'est pas du tout sur un scénario, en effet, à la Grèce, ou même à l'Italie italienne, il y a quelques temps. Je pense que le CAC est plus victime de sa construction par nature, avec des gros poids, et pour ne pas le citer... C'est la Chine qui a pénalisé le CAC, alors? Beaucoup plus que clairement, c'est élevé. Dans la décomposition de la sous-performance du CAC depuis l'été, vous dites... Non, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Et du coup, je me rends compte qu'on a peut-être fait moi-même une erreur d'analyse dès le départ, en pensant que c'était très politique, alors qu'en fait, c'est sans doute beaucoup plus lié à la Chine. C'est beaucoup plus sectoriel. En fait, les indices pays doivent, à mon sens, beaucoup plus être analysés dans leur construction sectorielle que sur des indices pays. Ce qui se passe en Espagne, la performance de l'IBEX... Elle est autant liée, si ce n'est, je pense même un peu moins, à l'économie espagnole qu'à la construction de l'indice, à le fait d'avoir beaucoup de banques, etc. Enfin, si vous allez sur le FTSE, vous allez avoir beaucoup de comos, etc. Et donc, en France, dans le cas du CAC, on a un gros poids, c'est une spécificité avec le luxe, LVMH en particulier, qui a été idolâtré par les investisseurs pendant des années. Là, on voit que Kering aussi, on voit que ça va un peu moins bien, c'est pas non plus catastrophique. Je ne suis pas stock picker, mais de ce que j'entends, c'est juste, on a acheté
acheter des croissances extraordinaires. Bon, ce qui se passe en Chine n'est pas très favorable. Et donc, mécaniquement, le CAC a sous-performé. Donc, je pense que dans cette sous-performance du CAC, si on veut se repositionner CAC en 2025, c'est la Chine qu'il faut regarder. Il faut regarder ce qui se passe en Chine. Si l'économie chinoise repart, et les dernières données sont un peu mitigées, mais pour ma part, je ne suis pas catastrophé par ce qui se passe en Chine, mais de là à repartir sur le rythme de croissance qu'on a connu, ça, c'est terminé. Donc, il fallait que la valorisation de ces boîtes de luxe se normalise. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, je trouve que voilà, le CAC, acheter du CAC aujourd'hui en relatif, ça peut avoir un intérêt. Mais pour jouer la Chine. Ouais, j'entends. Donc, plutôt l'idée que la Chine peut être un joker ou un catalyseur positif. Alors, je parle de la Chine, ça peut être l'économie chinoise, ça peut être les marchés chinois, mais par effet et voie de conséquence, c'est un facteur qui va jouer positivement dans le paysage global des marchés l'an prochain. Je considère en tout cas que quand vous regardez la valorisation, parce que tout est une question de qu'est-ce qui est anticipé, qu'est-ce qui est dans les prix, on est retourné sur des niveaux de prix sur des indices luxe français, globalement, qui peuvent se regarder de nouveau et qui n'ont pas besoin, à mon sens, d'avoir une explosion de la croissance chinoise, juste finalement un peu plus de visibilité sur ce qui se passe. Et j'ai quand même le sentiment que c'est ce que les autorités chinoises cherchent à construire, pourrait leur permettre de rebondir au moins en relatif par rapport à d'autres indices pays zone euro. Quelle vue on a de la Chine quand on est sur place, comme vous, chez Ophi Invest AM, Eric ? Que le seuil de douleur a été atteint. C'est-à-dire que là, entre la croissance qui quand même n'est vraiment pas flambarde, des prix qui ont du mal à sortir d'une zone où implicitement ça veut presque dire zéro, un modèle de consommation interne qui ne fonctionne pas, un immobilier qu'ils ont du mal à digérer. Alors il faudrait faire une structure de diffusance, mais on fait ça à la chinoise, ça va prendre du temps. Le particulier, il s'est fait ruiner sur son immobilier. On le fait revenir en bourse à l'été en promettant plein de choses. Là, si pareil, il se reprend, il a à nouveau rincé, ça va être compliqué socialement. Ouais, je comprends. Et vraiment, ils sont très sensibles à ça. On l'a vu à plusieurs reprises. Oui. Et donc, on sent que le dogmatisme. On se rappelle de la réouverture du Covid, parce qu'il y a dans la rue des débuts de manifestations, des pancartes avec la photo de Xi Jinping, etc. Les gars ont vu à la télé que pendant la Coupe du Monde, exactement. Et donc, vu d'Hong Kong, l'idée, c'est de se dire, il y a un moment, ils ne pourront pas laisser ce marché action rebaisser significativement. C'est vraiment pas cher. Il va y avoir une série de mesures, et l'attentisme, à mon avis, vient plutôt du manque de visibilité sur la cadence avec laquelle Trump va implémenter, de sa dureté. Il y a énormément de choses sur la table. Il y a les tarifs douaniers, mais il y a la mer de Chine, il y a Taïwan, il y a l'énergie. Il y a énormément de choses qui sont à l'œuvre géopolitiquement dans les négos. Donc ils attendent de voir, mais globalement, il y a une sorte de put un peu implicite qui s'est créée sur ce marché chinois, sur ces niveaux-là. Donc la visibilité n'est pas forcément meilleure. Par contre, il suffit de 2-3 mesures pour que ça prenne 20 ou 25%, tellement c'est peu cher. Mais c'est gérable ou c'est ingérable ? Enfin, gérable dans le sens, est-ce qu'on peut gérer ça dans un fonds ou est-ce que c'est vraiment... il faut accepter la règle, comme vous dites. Il faut accepter la volatilité. Nous, c'est bien, on aime bien regarder si la Chine va bien, ça ira bien tout autour. Il ne faut pas se priver de regarder le Japon, il ne faut pas se priver de regarder l'Asie hors Chine, de regarder l'Inde, qui sera assez peu sensible en fait à ce que pourra faire Trump avec un modèle assez peu exportateur de ce point de vue-là. Donc ça permet de le jouer également et de lisser ces effets chinois où effectivement on prend 30% du jour au lendemain, puis après ça redescend, puis on attend la prochaine mesure avérée. Donc ça permet de lisser un peu la pose chinoise en portefeuille. La Chine, comment vous regardez ce facteur-là dans le jeu des marchés pour 2025 ? Puis c'est aussi la Chine et les États-Unis, Eric le disait. Trump commence simplement par 10% quand il propose 25% sur le Canada et le Mexique. On verra ce qu'il en est le 20 janvier prochain. Il commence par inviter Xi Jinping à son inauguration, non, à son installation au pouvoir. On n'aura sans doute pas la photo à ce moment-là, mais il y a quand même une manière de se comporter que je trouve qui est je ne sais pas si c'est la main tendue, mais en tout cas, peut-être qu'on veut quand même essayer de créer déjà les conditions de deal tout de suite avec la Chine. Quoi. Oui. Alors, donc c'est vrai pour l'invitation de Xi Jinping qui, je pense, refusera. Mais bon, les 25% mexicains, indirectement, ils touchent les biens chinois. L'automobile. Voilà. Oui. Et c'est 10% pour commencer, mais il est question potentiellement qu'il y ait 10% supplémentaires. Il y a une guerre technologique aussi, sans merci. Après, on peut avoir de bonnes surprises par rapport aux fameux 60% annoncés en campagne. Pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'il n'a pas chargé trop la barque. Pour autant, je suis
Alors, on est constructif sur la Chine et je dirais que finalement, plus que ces tarifs douaniers qui ont été peut-être surjoués par rapport à l'impact négatif que ça peut avoir sur la Chine, elle a un problème avec son marché domestique. Elle a un problème avec la confiance de ses consommateurs. Il y a une baisse du prix de l'immobilier, moins 20%, une baisse du prix des actions, moins 20%, pas de sécurité sociale, une retraite qui a investi en immobilier, en actions, pas de conso, un marché de l'emploi chez les jeunes en tout cas, qui est compliqué. Et donc c'est ça les vrais challenges en fait. Et là-dessus, très honnêtement, c'est vrai que le dernier chiffre ce matin était un peu décevant sur la consommation, 3 au lieu de 5. Mais enfin, ils mettent quand même beaucoup d'argent sur la table. Et avant de booster cette consommation via de la relance budgétaire classique, il faut d'abord stabiliser ou essayer de stabiliser le marché immobilier, stabiliser les finances publiques, les collectivités locales qui sont blindées de dettes cachées. Donc, à minima, il y a 10 000 milliards de swaps quand même à horizon 2028. C'est des collectivités qui vivaient, dont le budget était alimenté à 90% par les ventes de terrain. Vente de terrain. Voilà. Donc, si elles ont un bilan absolument exécrable avec des dettes cachées partout, elles ne peuvent plus relancer. La politique monétaire n'est pas efficace. Il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission. Voilà. Donc, et c'est ce qu'a du moins essayé depuis, alors c'était fin septembre, il y a eu en novembre, il y a eu encore récemment là des annonces. On sent que l'idée c'est de stabiliser un petit peu tout ça pour ensuite enclencher au premier trimestre 2025 avec peut-être une relance budgétaire plus classique pour booster l'investissement des entreprises, voire la consommation. Là où le bas blesse, effectivement, pour en revenir à la question sur le luxe, c'est que la consommation pourrait, par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 5 ou 10 ans en Chine, principalement bénéficier à des acteurs chinois qui sont montés en gamme et qui pourraient finalement gagner ce qu'on a observé des parts de marché par rapport au LVMH ou même aux acteurs mondiaux en général. Comme on l'a vu dans l'automobile, on peut imaginer, l'automobile allemande par exemple, on peut imaginer des positions françaises dans le luxe qui seraient attaquées sur le marché local, domestique, chinois par des acteurs potentiellement oui, c'est locaux. Ce qu'on commence à voir. Ouais. Pour autant, il y a un gain marginal à aller chercher et je pense compte tenu des valorisations, oui, ça peut être clairement un catalyseur supplémentaire. On parlait de la guerre en Ukraine, on parlait de allemande, c'en est clairement un à jouer et une croissance chinoise qui peut délivrer 4,5 voire plus, peut-être même 5 c'est un peu optimiste, mais finalement au-dessus des attentes de marché au vu de ce qui est mis en place là jusqu'à présent par le gouvernement. Ouais. Au-delà de toutes ces bonnes surprises qu'on attend pour l'Europe, petit tour de table sur comment être positionné sur le marché américain aujourd'hui. Évidemment, c'est incontournable, il faut en avoir. Ouais. Est-ce qu'il faut en avoir un peu plus que les indices, un peu moins? C'est une première question. Et puis surtout, où est-ce qu'on a envie d'être positionné dans le marché action US, notamment, j'entends? Alors, David. Très positif, encore une fois, sur la croissance américaine, les gains de productivité, ça on l'a dit, la visibilité politique. Peut-être qu'on a aussi une façon de jouer les États-Unis à travers des boîtes européennes exposées aux États-Unis, qui, pour certaines, ont payé, mais pas toutes, et qui, dans tous les cas, sont clairement meilleurs marchés que les homologues américains. De toute façon, c'est pas compliqué. Les indices américains sont plus chers, à part la pharma, la santé, sur tous les secteurs, et massivement. Ouais. Et il n'y a pas uniquement un biais techno à travers les 7 magnifiques. Donc on prend le best-in-class américain d'un secteur, on va chercher le best-in-class du même secteur en Europe, et on se dit que c'est peut-être pas mal d'avoir le pair européen. D'accord. Okay. Bon, les 7 magnifiques, c'est difficile de dire. Moi, je lisais, c'est Microsoft, en décidant de passer au service abonnement par rapport à un abonnement unique, c'est un demi-point de PIB français. C'est quand même assez impressionnant. 0,05 points de PIB US quand même, mais un demi-point de PIB français. Donc, on a face à nous des mastodontes avec des marges absolument phénoménales, 20% de croissance attendue sur les 10 prochaines années. Tant qu'il délivre, on est bon. S'il y a un accident en termes de croissance, il y a un problème. Mais pas nécessairement écarter cette partie de la cote. Et sinon, sur la partie US, aller sur peut-être plus de small cap. D'accord. OK. Très clair. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les US aujourd'hui, sur la partie action notamment ? Alors nous on est plus basique, c'est-à-dire que comme on est positif action US, on va acheter des actions US, on ne cherche pas à jouer, je comprends l'argument, mais c'est vrai qu'on est souvent on a toujours un risque d'être déçu, donc finalement on se dit que se positionner sur les actions US et on y va de cette manière-là avec un bon le marché, quoi. Un bon vieux S&P 500 qui fait le boulot, qui fait exactement.
Sur les small caps, je rejoins, j'ai envie d'y croire. C'est un peu, mais et globalement. Quand on commence comme ça, généralement, c'est qu'on n'y croit pas. Quoi. C'est juste de pas encore, en tout cas. C'est juste de constater que pour l'instant, il y a eu vraiment, à l'annonce même un peu avant d'ailleurs, l'arrivée de Trump, il y a eu une prime en relatif des small caps américaines qui avaient sous-performé quand même depuis des années parce qu'il y a les 7 magnifiques en face. Sûr. Elles ont surperformé. On a eu des belles journées à 5-6%. Et ça ressemble un peu à la Chine. La Chine qui avait monté de 30 et puis derrière, on a perdu la moitié. Là, en relatif, les small caps ont déjà perdu la moitié de ce qu'elles avaient gagné sur l'effet Trump. Sur le fond, on peut quand même supposer que ça va être des gagnants de la politique de Trump au sens large. Donc, dans une vision moyen-long terme, je trouve que les small caps peuvent être intéressants. Maintenant, le timing de cette position-là, c'est plutôt une construction sur les prochains mois qu'il va falloir faire. Oui, puis il y a eu le réflexe du marché en première intention. Il y a effectivement la séquence réelle qui va être déroulée par Trump à partir du 20 janvier prochain. Pour conclure avec vous sur le marché US, chez Ophi Invest, Eric, il faut être très large cap encore, très tech, il faut être le plus... Depuis super longtemps, il ne faut jamais vendre Apple. Non, mais ça fait 10 ans qu'on m'explique que c'est trop cher, que ça va pas bien. Aujourd'hui, on est sur des positions tellement dominantes, avec des enjeux tellement importants. Il y a un moindre risque qu'on aurait pu avoir sous les démocrates de découpage, parce que c'est quasiment la puissance d'État. Maintenant, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles, de bons multiples, de bons résultats à l'intérieur. Et je partage le point, c'est qu'on va dans un contexte avec de la croissance, une Fed qui ira peut-être plus très loin, mais qui n'est pas en mode resserré, de la déréglementation, un peu de protection du marché local. Donc ça milite pour regarder au-delà des 7 magnifiques, et ne serait-ce que le S&P 493, qui, à mon avis, peut en rattrapage relatif aux 7 magnifiques. Maintenant, si on est face à un indice, il ne faut pas trop se dégarnir sur ces sujets-là quand même. Je ne jouerai pas l'un contre l'autre. Non. Par contre, rajouter plutôt du S&P 493 pour se surexposer equity, ça peut faire sens. Quoi qu'on en dise, Nvidia est plutôt moins cher en cette fin d'année qu'en début d'année, par exemple. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là pour nous apporter vos vues de marché, l'analyse du moment et les vues pour entamer l'année 2025. Bien sûr, Éric Bertrand était avec nous pour Ophi Invest Asset Management, Cyril Dayan pour Sanso Longchamp Asset Management et David Belloc pour Mirova.